à tous. Alors, on va continuer sur la cinématique du solide indéformable. Cette troisième vidéo a pour objectif de vous amener à apprendre ce qui est le paramétrage d'un solide. Pour pouvoir suivre ce cours tranquillement, je vous renvoie à mes deux premiers cours vidéo. Bon, on y va. Toujours dans le cadre de la cinématique du solide indéformable, dans la dernière vidéo, nous avons vu les propriétés cinématiques du solide indéformable. Nous avons vu que le champ de vitesse d'un solide indéformable est un champ antisymétrique. Et on a dit que ce champ de vitesse est un torseur cinématique. Et aussi, nous avons vu que le champ des accélérations d'un solide indéformable n'est pas antisymétrique et n'est pas un torseur. Après, nous avons vu quelques mouvements particuliers d'un solide indéformable, notamment le mouvement de translation et le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Dans cette leçon, je vais me concentrer sur le paramétrage d'un solide indéformable. On va voir comment on peut repérer à tout instant, à tout moment, la position d'un solide en mouvement. Nous verrons comment nous pouvons déterminer les paramètres indépendants qui permettent de décrire le mouvement du solide dans son mouvement. Les objectifs pédagogiques de ce cours vidéo sont, premièrement, paramétrer la position d'un solide. Deuxièmement, déterminer le nombre de degrés de liberté d'un solide en mouvement. Paramètres de position d'un solide. Prenons tout d'abord le cas d'un point matériel M. Un point matériel M en mouvement dans l'espace. La position du point M dans le repère R0 est repérée par le vecteur de position OM. La position de M est définie par trois paramètres primitifs et qui sont X, Y, Z, c'est-à-dire l'abscisse X, l'ordonnée Y et la cote Z. Passons maintenant à un solide indéformable libre dans l'espace. Prenons l'exemple d'un avion. La position de l'avion dans l'espace est définie par 6 paramètres primitifs et qui sont les 3 coordonnées d'un point de l'avion, un point OS par exemple, ou les 3 coordonnées de son centre d'inertie G, XG, YG, ZG. En plus de ces 3 paramètres qui définissent la position, on ajoute 3 autres paramètres pour définir l'orientation de l'avion. Ces paramètres-là sont les 3 angles de l'air, psi, θ et phi. Ces 3 paramètres, ils définissent l'orientation de l'avion. Conclusion, la position et l'orientation d'un solide libre dans l'espace sont définis par 6 paramètres indépendants appelés paramètres de position. Paramètres de position. On passe maintenant aux angles de l'air. Prenons l'exemple d'un solide S. Le solide S, voilà. Et le point O1, c'est un point du solide S. Ici, on a un repère lié O1, X1, Y1, Z1. Et aussi, on a un repère de référence O1, X0, Y0, Z0. Voilà, donc, on a 2 repères ayant le même
origine, O1. Donc les angles d'Euler, ce sont des angles introduits par Leonhard Euler. Ils sont notés habituellement psi, θ et phi. Et ces angles, elles permettent de décrire l'orientation d'un repère lié à un solide par rapport à un repère de référence. Vous voyez ici donc les angles psi en rouge, les angles θ en vert et les angles phi en bleu. Donc la donnée des trois paramètres psi, θ et phi permet de déterminer l'orientation du solide dans un repère de référence. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'animation. Comme vous voyez dans cette animation, il y a donc les trois angles de l'air. Il y a psi, θ et phi. Donc, l'avion, il fait un mouvement de rotation, de précession, puis de nutation, et il finit par un mouvement de rotation propre. Donc, cette animation, elle permet d'illustrer les trois angles de l'air. Donc, l'avion, si vous voulez, à un instant donné, par exemple dans l'état final, si on veut repérer sa position, on a besoin de l'angle psi et θ et phi. Dans l'exemple que nous venons de voir, nous avons vu que l'avion il effectue trois mouvements de rotation autour d'un point fixe, mais d'une manière successive. Il a commencé par effectuer un mouvement de précession, puis il a effectué un mouvement de nutation, et après il a effectué un mouvement de rotation propre. Donc cette animation, elle avait comme objectif de vous aider à imaginer les trois angles de l'air. En réalité, un solide, lorsqu'il fait un mouvement de rotation autour d'un point fixe, pas forcément qu'il va faire les trois rotations d'une manière successive. Donc sa rotation en général, elle est composée des trois rotations de l'air. Elle est composée de la nutation, de la précession et de la rotation propre. C'est-à-dire, en même temps, il y a variation de l'angle psi, il y aura aussi variation de l'angle θ et aussi de l'angle phi. Voilà donc soit R0 et R1, et plutôt et RS, avec R0 il a comme origine O1 et RS il a comme origine O1. Les deux repères ont même origine. Ce premier repère, on va l'appeler repère de référence. Il a comme axe X0, Y0 ou Z0. Et X1, Y1 et Z1 sont les axes du repère RS. C'est un repère lié au solide. Ce sont deux repères de même origine, comme j'ai dit. Le passage du repère de R0 à RS nécessite la composition des trois rotations planes successives. Donc pour passer de R0 à RS, du repère R0 à RS, donc il faut les trois rotations planes successives. La précession, la nutation et la rotation propre. Donc je commence par la précession. Donc on a au départ le repère R0. Donc ce repère, il va faire une rotation plane autour de Z0. Donc le vecteur X0 va tourner, pour donner son image U, il va tourner d'un angle psi. Et le vecteur Y0, lui aussi, va tourner du même angle psi pour donner son image V. Vous voyez ici dans l'illustration, on a le repère de départ, le repère de référence, d'une rotation autour de Z0 va permettre donc de X0 de basculer en U et aussi de V en basculer, ou plutôt de Y0 de basculer en V.
c'est la rotation, s'effectue cette rotation avec une vitesse angulaire psi point autour de Z0. Maintenant, on passe à la nutation. C'est une rotation aussi plane qui s'effectue autour du vecteur U. Donc, une fois cette rotation est réalisée, donc on va avoir un nouveau repère intermédiaire R2 de même origine. Toujours le même vecteur U puisque la rotation a été effectuée autour de U. Et le V va engendrer le W et le Z0, il va basculer en Z1. Si vous voyez ici donc la représentation en perspective, maintenant on va faire effectuer une rotation autour de U avec la vitesse angulaire θ point. Donc vous voyez donc que le V va basculer en W et le Z0 il bascule en Z1 d'un angle θ. Donc c'est le deuxième repère intermédiaire après R1. Maintenant on arrive à la dernière rotation de l'air, la rotation propre. Dans cette rotation, on va faire tourner le repère intermédiaire R2 autour de Z1 pour avoir finalement le repère lié RS. Donc si on fait tourner ce repère autour de Z1 d'un angle phi, ou bien avec une vitesse angulaire phi point, comme vous voyez le vecteur U, il va basculer en X1 d'un angle phi, et le vecteur W va basculer en Y1 d'un angle phi. Et comme ça, donc, on va avoir le repère lié. Je passe maintenant à vous montrer une animation sur les trois rotations de l'air. Donc, comme vous voyez, le repère initial de référence, il effectue une première rotation pour donner R1, c'est autour de Z0, puis une rotation autour de U, c'est ça ici, donc on va avoir U, pour avoir le repère R2, puis une troisième rotation pour basculer en RS. Donc le U c'est ça, ce vecteur-là, c'est quoi? C'est l'intersection des plans O1, X0, Y0, je répète, O1, X0, Y0, et le plan O1, X1, Y1. Donc l'intersection de ces deux plans va nous donner donc le vecteur, si vous voulez, le vecteur U. Voilà, U c'est ici. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des représentations 3D, c'est-à-dire des représentations en perspective. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut se représenter les angles de l'air dans des figures planes. Parce que des figures planes, elles vont faciliter les calculs. Elles vont être très utiles pour la suite des calculs. Donc ici, des vecteurs, ils sont les vecteurs des repères, bien sûr, ou bien les axes de repères, sont positionnés dans l'idée d'avoir des trièdres directs. Et si vous voulez, prenez le repère, ou bien la base X0, Y0, Z0, il faut qu'il soit direct. Donc si vous faites ramener X0 à Y0 dans le sens positif choisi, le sens antihoraire, vous allez avoir, d'après la règle de Tire-Bouchon, vous allez avoir un vecteur pointant ou bien un vecteur sortant, un vecteur qui sort de l'écran par exemple. Si vous essayez de ramener aussi U en V dans le sens positif, vous allez avoir aussi le vecteur Z0. C'est-à-dire, voilà, les repères, ils sont positionnés de telle façon qu'ils soient directs. Ici donc, je représente la première rotation de l'air, une rotation autour de Z0. X0, il va basculer d'un angle psi pour donner U, et Y0, il bascule d'un angle psi pour donner V. Donc voilà une rotation autour de Z0, du repère intermédiaire R1 par rapport à R0,
avec la vitesse angulaire psi point. Donc le vecteur de rotation instantanée oméga R1 par rapport R0, c'est psi point Z0. On peut donc écrire U en fonction de X0 et V aussi en fonction de X0, Y0. Voilà qu'on voyait, si on fait la projection, U c'est le cosinus psi X0 plus sinus de psi Y0. Et le V est égal à moins sinus X0 et sinus de psi X0 plus le cosinus de psi Y0, comme vous voyez ici. C'est juste des projections sur la base X0, Y0 des vecteurs U et V. Voilà, maintenant, je vais passer à la deuxième rotation, si vous voulez, ou bien la deuxième représentation plane, ou bien la deuxième figure voilà, de projection concernant la rotation de nutation. Donc, c'est une rotation qui s'effectue, comme on a déjà vu, autour de U. Donc, le vecteur V, après une rotation de nutation autour de U, d'un angle θ, il va devenir son image W. Et Z0, il va donner son image Z1. Voilà, et les repères intermédiaires sont positionnés ici, toujours dans l'idée d'avoir des trièdres directs. Si vous prenez par exemple le vecteur U vectoriel V, vous allez avoir un vecteur qui est Z0 vers le haut, si vous appliquez la règle de Tire-Bouchon par exemple. Et de même pour le repère UWZ1, si vous faites le produit vectoriel de UW, vous appliquez la règle de Tire-Bouchon, vous allez avoir un vecteur comme ça. Voilà, il faut toujours vérifier est-ce que vous avez respecté la règle, voilà, des repères ou bien des trièdres directs. Le vecteur de rotation instantanée de R2 par rapport à R1 égale à θ point U, puisqu'il s'effectue autour de U, et il s'effectue avec une vitesse angulaire θ point. Donc oméga de R2 par rapport à R1 égale à θ point U. On arrive maintenant à la troisième rotation plane de l'air. C'est la rotation propre. Donc en faisant tourner le repère R2 autour de Z1, on va avoir son image RS. Donc comme vous voyez, donc, dans la représentation plane, ou bien dans la figure de projection, les repères U, W, Z1 sont représentés dans l'idée d'avoir un trièdre direct. Même chose pour le repère O1, X1, Y1, Z1. Si vous appliquez par exemple la règle de Tire-Bouchon, en ramenant X1 en Y1, et dans le sens positif, comme vous voyez, vous allez appliquer la relation de Tire-Bouchon, vous allez avoir un vecteur pointant Z1. Même chose pour U et W. C'est-à-dire que la règle du trièdre direct est respectée. Ici, donc, je donne, comme vous voyez, je donne les projections de X1 et Y1 dans la base U, W, Z1. Donc, comme projection, le X1, c'est cosinus de phi U plus sinus de phi W. Y1, comme projection, sur U, il va donner moins sinus de phi plus cosinus de phi W. Le vecteur de rotation instantanée de RS par rapport à R2, c'est phi point Z0, Z1. Donc la rotation, c'est autour de Z1, et la vitesse angulaire, c'est la dérivée de phi par rapport au temps, phi point Z1. Maintenant, je passe au mouvement d'un repère lié au solide par rapport à un repère de référence. Donc le passage d'un repère fixe R0 au X0, Y0, Z0 au repère lié RS, OS, XS, YS, ZS, donc va se faire selon le schéma suivant. Donc, premier passage, c'est que R0, il va faire un mouvement de translation selon la direction OOS. Donc, une translation selon OOS,
Puis le R0', c'est un repère, si vous voulez, qui a origine OS, et déjà OS est un point du solide, et les trois axes, ils sont parallèles ou bien au repère, ils sont parallèles aux axes du repère R0. Et après, il y aura donc un mouvement de précession autour de Z0, une précession d'un angle psi, donc le X0 bascule en U d'un angle psi, et V bascule d'un angle psi en V. Puis il y a une nutation autour de l'axe U, nutation d'un angle θ, donc le U bascule, ou bien plutôt le V bascule en W, et Z0 va basculer en ZS. Donc on aura un deuxième ou bien un troisième repère intermédiaire. Ici on a trois repères intermédiaires, R0', R1, R2. Puis ce repère intermédiaire R2, il va effectuer un mouvement de rotation autour de ZS. Donc le U, il bascule en XS d'un angle phi, et bien sûr le W va donner son image YS en tournant autour de ZS. Et comme ça, on va aboutir au repère lié RS. Donc le mouvement de RS par rapport à R0 est composé, si vous voulez, d'une translation selon OOS plus 3 rotations. On peut aussi décomposer ces translations en trois translations. Une translation suivant X0, une autre suivant Y0 et une autre suivant Z0. Au total, 3 translations et 3 rotations. C'est donc 6. C'est-à-dire le degré de liberté du solide égale à 6. C'est-à-dire un solide libre, en général, il effectue 3 translations et aussi 3 rotations. Les 3 translations ici, je l'ai résumé en une seule translation, si vous voulez, selon l'axe Z, bien l'axe OS. J'arrive maintenant au vecteur de rotation instantanée du solide S par rapport à R0. Donc oméga de S par rapport à R0, dans le cas général, c'est oméga de RS par rapport à 0. On peut confondre RS avec S. RS est lié au solide S. Et ce vecteur-là, je vais le décomposer en 4 vecteurs. C'est oméga de RS par rapport à R2, plus oméga de R2 par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R0', plus oméga de R0' par rapport à R2, par rapport à R0. Donc là, ce vecteur correspond au mouvement de translation, puisque R0' est en translation par rapport à R0, donc oméga de R0' par rapport à R0 égale au vecteur nul. Je passe maintenant au deuxième vecteur qui est oméga de R1 par rapport à R0'. Ce vecteur est égal à psi point Z0. Donc c'est une rotation, c'est la précession effectuée autour de Z0. Puis oméga de R2 par rapport à R1, comme on a vu donc que ce vecteur est égal à θ point U. C'est une rotation autour de U. Et aussi il y a la rotation propre de vecteur oméga de RS par rapport à R2 égale à phi point ZS. Si on fait la sommation des 4 vecteurs, on va avoir psi point Z0 plus θ point U plus phi point ZS. Donc on a vu que le vecteur de rotation instantanée oméga de S par rapport à R0 est égal à psi point Z0 plus θ point U plus phi point ZS. Ce vecteur est exprimé dans une base U Z0 ZS et cette base-là n'est pas orthogonale. Elle n'est pas orthogonale parce que Z0 et ZS, donc ils font un angle θ entre eux. Donc la base U Z0 ZS n'est pas orthogonale.
Donc, on exprime ce vecteur-là dans des bases orthogonales, en utilisant les figures de calcul de projection. Les figures de projection ou bien les figures de calcul, c'est-à-dire les représentations planes. Donc, on exprime les vecteurs Z0, U et ZS dans la base X0, Y0, Z0. On va voir cette expression-là. Donc, vous pouvez essayer de faire les calculs en utilisant les figures de projection pour avoir ce résultat. Et même chose, on cherche à exprimer ces trois vecteurs dans la base UVZ0 pour avoir cette expression-là. C'est voilà, dans la base UVZ0, il y a U, il y a V, il y a Z0. Puis on exprime oméga de S par rapport à 0 dans la base UWZS. Et aussi on peut exprimer ce même vecteur dans la base XS, YS, ZS. C'est-à-dire on a la liberté du choix du repère, ou bien de la base dans laquelle on va exprimer notre vecteur oméga de S par rapport à R0. Mais faites attention, il y a une représentation que font, ou bien une fausse représentation mentale, si vous voulez, que font les étudiants parfois, c'est qu'ils croient que ce vecteur oméga de S par rapport à R0, il doit, puisqu'il est calculé par rapport à R0, donc forcément il doit être exprimé dans la base de R0. Donc nous ne sommes pas obligés d'exprimer ce vecteur dans la base de R0. Vous pouvez remarquer qu'on a exprimé ce vecteur dans une base qui n'est pas orthogonale, et on peut faire des projections pour exprimer le même vecteur qui est calculé par rapport à R0 dans des bases qui sont différentes, mais c'est toujours oméga de S par rapport à R0. Le fait qu'on a calculé oméga de S dans R0, ça vient du fait qu'on a tenu compte des trois rotations, ou bien on a tenu compte des trois rotations de l'air. Il y a le psi, il y a le θ, il y a le phi. Et ça ne veut pas dire que si on cherche à calculer oméga de S par rapport à R0, c'est-à-dire que nous sommes forcés d'exprimer ce vecteur dans X0, Y0, Z0. Par exemple, si j'écris son moins vecteur dans UVZ0, dans la base de UVZ0, donc cela ne veut pas dire que c'est égal à oméga de S par rapport à R1. C'est faux. C'est toujours oméga de S par rapport à R0. En TD, vous allez voir comment on pratique ce genre de calcul, ce genre de passage, en utilisant bien sûr les représentations planes. On arrive maintenant au nombre de degrés de liberté d'un solide. Par définition, le nombre de degrés de liberté d'un solide, noté dans son cours TDL, est le nombre de paramètres primitifs indépendants. Le degré de liberté d'un solide est donc le nombre minimal de paramètres repérant la position et l'orientation du solide et décrivant son mouvement. Prenons par exemple le cas d'un solide libre. Un solide libre, c'est un solide qui n'est pas lié mécaniquement à un autre et qui se déplace librement. Il se déplace librement. Il n'est pas soumis à aucune contrainte mécanique. Ce solide est repéré par 6 paramètres primitifs indépendants. 6 paramètres primitifs indépendants et qui sont les 3 coordonnées x, y, z d'un point du solide et les 3 angles de l'air psi, θ et phi repérant l'orientation du solide. On dit que ce solide libre il a 6 degrés de liberté. Et on dit aussi que le nombre de degrés de liberté d'un solide libre est égal à 6. Prenons maintenant le cas d'un solide lié mécaniquement. Une liaison mécanique limite les degrés de liberté de ce solide. Et comme ça,
le nombre de degrés de liberté d'un solide lié mécaniquement sera inférieur à 6. On passe maintenant au calcul de degrés, ou bien du nombre de degrés de liberté. Pour calculer le nombre de degrés de liberté d'un solide indéformable, il faut trouver toutes les équations existantes. Il faut trouver toutes les équations existantes entre les paramètres primitifs et le temps. Ces équations ont la forme suivante. F, x, y, z, psi, θ, phi, et le temps égal à 0. Le nombre de degrés de liberté d'un solide égale à 6 moins le nombre des équations de liaison. 6 moins le nombre des équations de liaison. On remarque, dans le calcul du nombre des équations de liaison, il faut compter aussi les équations de liaison exprimées en fonction des dérivés des paramètres primitifs, c'est-à-dire des équations de liaison contenant des vitesses. Et ces équations-là, qui contiennent les dérivés des paramètres primitifs, on va les compter dans le cas où ils conduisent par une intégration simple à des équations ne faisant pas intervenir les dérivés. C'est-à-dire, si ces équations qui contiennent les dérivés et qu'on ne peut pas les intégrer d'une manière simple et que ne conduisent pas à des équations ne faisant pas intervenir les dérivés, dans ce cas-là, on ne peut pas les compter et on ne doit pas les compter dans le nombre des équations de liaison. Maintenant, je vais vous donner un premier exemple qui va vous montrer comment on détermine le nombre de degrés de liberté d'un solide en mouvement. Prenons l'exemple d'un disque de rayon R roulant rectilinément sans glissement sur un plan P. Donc le disque, il roule rectilinément sur le plan P. Vous voyez le sens de roulement. Donc le disque, il roule rectilinément et sans glissement. C'est-à-dire que la vitesse de glissement entre le disque et le plan P égale à 0. Les deux équations de liaison qu'on peut trouver dès le départ sont, premièrement, YG égale à R, c'est-à-dire que G, elle reste sur le même niveau. Lorsque le disque roule sans glissement, il roule, donc G toujours reste sur le même niveau. Donc YG toujours reste égal à R, égal à constante. Voilà une première équation de liaison. YG, si vous voulez, moins R égale à 0. Donc, deuxième équation de liaison, c'est que ZG égale à 0, parce que le mouvement est effectué dans un plan OX0, Y0. Donc, ZG, le point G, il aura toujours une cote égale à 0. Deuxième équation de liaison. Il y a aussi des équations de liaison en fonction des dérivés des coordonnées, des dérivés des angles de l'air. On a psi point égale à 0. Psi point égale à 0, c'est-à-dire, si on fait intégration, donc psi égale à une première constante. Donc le mouvement effectué par le disque, il y a une seule rotation, comme vous voyez, repérée par l'angle phi.
Donc psi point égale à 0. Si vous voulez, le disque n'effectue pas une rotation de précession. Si on intègre, on va avoir psi égale à constante. Voilà, c'est une équation de liaison en fonction des dérivés et qui est facilement intégrable. C'est-à-dire, on peut l'intégrer d'une manière simple et aboutir à une équation sans dérivée. Donc, comme ça, on va avoir psi égale à une première constante, constante 1. Donc, aussi, le disque n'effectue pas une rotation de nutation, donc θ point égale à 0. Si on fait l'intégration, on va avoir θ égale à une deuxième constante. Et aussi, il y a une liaison qu'on appelle liaison cinématique. Cette liaison-là, il vient du fait que le disque, il roule sans glissement, c'est-à-dire la vitesse de glissement entre le disque et le plan P est égale à 0. Ça, on va le voir dans le paragraphe prochain, quand on va parler de la cinématique de contact. Donc on va démontrer que dans le cas du disque, on a l'équation suivante, l'équation de liaison cinématique, x.g moins r phi point égale moins r phi point. x.g égale à moins r phi point. Si on intègre, on va avoir fait intégration, on va avoir xg égale moins r phi plus une troisième constante. Donc à partir d'une équation de liaison qui contient des vitesses, on a fait une intégration simple et on a trouvé une équation entre paramètres primitifs, une équation entre paramètres primitifs sans dérivée. Voilà, maintenant, ce genre de liaison, on peut le compter, on doit le compter dans la détermination du nombre de degrés de liberté. Donc, on a combien d'équations de liaison? On a 1, 2, 3, 4 et 5. Nombre des équations de liaison égale à 5. Donc, le nombre de degrés de liberté égale à 6 moins 5 égale à 1. Donc, le nombre de degrés de liberté du disque égale à 1. On dit que le disque, il a un seul degré de liberté. Maintenant, on passe à l'exemple 2. Dans cet exemple, on a une porte en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc ici, dans la figure, vous voyez la porte. Cette porte, elle est attachée à un cadre, si vous voulez, à travers, bien sûr, des fiches d'articulation, à travers des pommelles, des fiches d'articulation. La porte n'est pas libre mécaniquement. La porte, elle est liée mécaniquement, parce qu'il a des liaisons mécaniques. Il a des liaisons mécaniques, puisqu'elle est en contact avec d'autres solides. Comme vous voyez donc, ces liaisons mécaniques, ils vont donc, si vous voulez, diminuer le nombre de degrés de liberté de la porte. Certains mouvements élémentaires ne seront pas permis. Quand vous voyez la porte, elle effectue un seul mouvement, c'est un mouvement de rotation propre autour de l'axe, autour de son axe. Donc la porte ne peut pas effectuer des mouvements de translation suivant X, suivant Y, suivant Z. Ne peut pas aussi effectuer des mouvements de précession et il ne peut pas effectuer des mouvements de nutation. Donc il effectue seulement un mouvement de rotation propre autour de son axe.
Voilà, donc je commence tout d'abord par des équations de liaison concernant la position d'un point du solide. Les trois équations de liaison en fonction des coordonnées du point O. XO égale à 0, YO égale à 0, ZO égale à 0. Il y a aussi deux équations de liaison en fonction des dérivées des coordonnées. Donc, psi point égale à 0. Si on fait intégration, on va avoir psi égale à constante 1. Θ point égale à 0. Si on fait intégration, on va trouver une cinquième équation de liaison, θ égale une constante. Comme vous voyez là, nous avons deux équations de liaison qui contiennent des vitesses. Et ces équations-là, on a pu donc les intégrer d'une manière simple. Et comme ça, on a abouti à des équations de liaison sans dérivée. Donc ce type d'équation de liaison, on doit le prendre en compte lorsqu'on va déterminer le nombre de degrés de liberté de la porte. Donc le nombre de liaisons égale, ou bien le nombre des équations de liaison est égal à 5. Le nombre des équations de liaison est égal à 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre des équations de liaison est égal à 5 implique que le nombre de degrés de liberté est égal à quoi? Égal à 6 moins 5. 6 moins NL, c'est 6 moins 5. 6 moins 5 est égal à 1. Donc la porte, si vous voulez, elle a un seul degré de liberté. Et on dit que la porte, elle a un nombre de degrés de liberté égal à 1. Égal à 1. J'arrive maintenant à la fin de ce cours vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à suivre et à voir la vidéo prochaine et dans laquelle je vais me concentrer sur la dernière partie du cinématique. Au revoir.